Bienvenue à tout le monde. Bonjour. Merci d'être là. Les journées SQL Server 2014. On va vous parler des statistiques, Arian Papillon et moi-même, Frédéric Brouard. Tout à fait. J'ai horreur de me présenter tout seul, c'est pour ça que je t'appelais pour que tu me présentes, mais bon, tant pis. Voici nos sponsors. Il faut les remercier parce que organiser ce genre d'événement n'est pas toujours évident. On a besoin de sous. C'est eux qui payent en grande partie. Je dirais même presque en totalité. Donc c'est quand même pas mal, quoi, hein. Arian, Datafly, Oui. spécialisé donc sur SQL Server, et Frédéric Brouard, SQL Spot, spécialisé aussi sur SQL Server. On se complète assez souvent, d'ailleurs, dans un certain nombre de missions critiques, parce que ce n'est pas toujours évident, lorsqu'on a affaire à des dossiers importants d'entrepreneurs, d'arriver tout seul. Moi, je roule en moto, donc ils ont toujours peur. Oui, lui, il arrive en avance, du coup. Comme aujourd'hui, par exemple. Avec notre ami Nicolas Souquet, David Barbarin et Christian Soutou, nous avons commis ce livre qui a eu beaucoup de mal à sortir parce qu'il est devenu un pavé énorme de 1269 pages. Donc double avantage, un, assez complet sur le sujet, deux, vous pouvez assassiner la belle-mère, il pèse 1,8 kg. Il sortira le 31 décembre. Voici ceux dont nous allons parler. À quoi servent les statistiques? La création des statistiques, comment sont-elles utilisées par l'optimiseur? Et on verra comment effectuer la maintenance des statistiques et puis quelques cas particuliers, les bonnes pratiques. Alors à quoi servent les statistiques? Eh bien, n'oubliez jamais que les statistiques ne sont pas la réalité. Benjamin Disraeli, qui était un Premier ministre lors de la reine Victoria, un jour on lui présente les statistiques, c'était la révolution industrielle. Ah, il a tout de suite compris. Il a dit « Oh, mais c'est bien ça, il y a les mensonges, les gros mensonges et les statistiques. » Je crois que ça continue encore aujourd'hui. Hein. Beaucoup d'hommes politiques savent très bien s'en servir. Voici un petit exemple. Nous sommes dans une maternité et nous cherchons les salaires de plus de 2 000 € pour les femmes. Pardon. La question qui est intéressante, c'est parmi ces deux critères, quel serait celui que l'on prendrait en premier pour être le plus feignant possible? À votre avis, dans une maternité, il y a beaucoup de gens qui gagnent plus de 2 000 €? Il y a beaucoup de femmes? Le but, c'est de minimiser le travail. Donc on peut supposer que dans une maternité, on a beaucoup d'employés féminins. Donc il serait peut-être plus intéressant d'exprimer sur le salaire. Donc en utilisant en premier le critère salaire, on va être certainement plus rapide et parce que plus restrictif. Second cas de figure, nous sommes dans une mine et nous avons la même requête. Nous cherchons maintenant les femmes et qui gagnent plus de 2 000 €. Vous prenez quoi? Il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup moins de femmes. Il n'y a pas beaucoup de mineuses. D'ailleurs, ça se dit mal, hein, mineuse. Bon. Vous avez compris à quoi servaient les statistiques. C'est l'optimiseur qui va s'interroger pour savoir quelle est la façon de prendre la requête en fonction des différents critères. Alors, l'optimiseur de SQL Server est basé sur les coûts. Donc, moins il y a de données à traiter, plus ce sera rapide. Et pour élaborer un plan efficace, il va estimer le nombre de lignes. C'est ce qu'on appelle la cardinalité. C'est le nombre de lignes potentielles estimées que le système va venir prendre en compte à chaque étape du plan de requête. L'estimation... En espagnol. Ah oui, il y a une private joke entre nous. C'est la estimación de la cardinalidad. C'est beaucoup plus joli comme ça. C'est quand même plus joli qu'en français. Estimation de la cardinalité, bon, en plus on en prend plein la bouche. Estimation de la cardinalidad. Évidemment, ça va conduire à mettre en place le plan de requête, notamment quel type d'accès je vais faire aux données, choix de la table, choix d'index. Le choix des opérateurs aussi va être en jeu. Est-ce qu'il est plus intéressant de faire tel type de jointure compte tenu de la cardinalité? Et puis, évidemment, la taille de la mémoire nécessaire pour effectuer les opérations intermédiaires. Et si j'ai besoin de beaucoup de lignes, et donc beaucoup d'espace, peut-être que je vais utiliser le parallélisme. Évidemment, SQL Server va utiliser toutes ces statistiques à
chacun des moments du plan de requête pour réaliser cette estimation. Attention, n'oubliez pas, SQL Server est doté d'un optimiseur qui aussi prend en compte la sémantique, c'est-à-dire les contraintes de type primary key, unique, check, foreign key, etc. C'est d'ailleurs ce qui se passe en premier avant l'estimation des statistiques. Mais l'estimation des statistiques est certainement la plus importante et aussi parfois la plus piégeante. Alors, un tout petit peu de vocabulaire. On va parler de prédicat. Le prédicat, c'est un terme mathématique un peu vulgaire qui a été inventé par Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, pour désigner une phrase qui peut être évaluée à vrai ou à faux. Voilà, donc c'est ce que vous allez mettre dans un where, ce que vous allez mettre dans un join, ce que vous allez mettre dans un having. La densité, ça s'applique à une colonne ou à un ensemble de colonnes, et ça va mesurer le taux de doublon, c'est-à-dire le taux de valeur qu'il y a par rapport au nombre de lignes. Taux de valeur, c'est combien j'ai de valeurs distinctes et combien j'ai de lignes. La formule, c'est 1 sur le nombre unique de valeurs. Et la sélectivité, c'est un peu la finalité de la densité. Ça va s'appliquer à un prédicat, c'est-à-dire que j'ai un prédicat, grâce à la densité, grâce à un certain nombre de statistiques, je vais pouvoir savoir si mon prédicat est suffisamment sélectif ou pas sélectif, etc. Et il va calculer cette sélectivité par rapport au nombre qui figure dans les statistiques, aux informations qui figurent dans les statistiques. Les statistiques peuvent résulter d'une ou plusieurs colonnes d'une table. Mais attention, là, il y a une petite chose importante. On a dit que ça permettait d'évaluer le nombre de lignes retournées, on est d'accord. Mais vous allez trouver un certain nombre d'informations qui concernent l'ensemble des lignes et un certain nombre d'informations qui ne concernent que la première colonne dans les statistiques. Par exemple, le nombre de lignes, évidemment, il prend en compte toutes les colonnes qu'on a mis dans la statistique. La taille moyenne de la colonne, eh bien, ça, on a plusieurs tailles différentes. La première plus la deuxième, la première plus la deuxième plus la troisième, etc. La densité moyenne, globale, et puis un histogramme de répartition des valeurs qui est basé sur un échantillon. Vous savez, les histogrammes, c'est ces espèces de trucs en bâton, on définit des tranches, et on dit dans la tranche d'âge de 0 à 12, il y a tant de personnes, dans la tranche d'âge de 12 à 18, il y a tant de personnes, etc., etc. Eh bien, cette partie d'histogramme ne concerne jamais que la première colonne. Et puis, il y a des statistiques cachées. Ah, on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Hein? Il y a des statistiques cachées qu'on ne vous montrera pas d'ailleurs, parce que nous aussi, on ne sait pas où elles sont. Bon, mais, on verra qu'elle marche. Mais ça marche. Ce sont des statistiques de chaîne. Elles vont pouvoir éventuellement estimer, grossièrement, quelques petits prédicats surprenants. Donc je laisserai la démonstration se faire pour qu'on voit ce genre de choses. Les informations de statistiques sont capturées au moment où je crée un index, ou bien au moment où on a besoin de ces statistiques si elles sont trop anciennes, si elles sont trop décalées, et même parfois elles sont calculées automatiquement lorsque je vais avoir un certain nombre de choses qui vont s'exécuter sur des requêtes et que je n'ai rien derrière. Par exemple, si vous avez mis en place la mise à jour automatique des statistiques, que SQL Server voit un prédicat passer, il n'a aucune statistique derrière, la création automatique des statistiques, pardon, qu'il voit un prédicat derrière et qu'il n'a pas de statistiques, et il va s'amuser à créer des statistiques pour essayer de se dire, bon, si je prends les femmes ou si je prends les salaires, ça ira peut-être mieux. Voici un exemple d'entrée de statistiques. Tout à fait en haut figurent les informations de base, c'est-à-dire quand est-ce que j'ai créé l'échantillon statistique, combien de lignes figuraient au moment de la création de cet échantillon dans la table ou l'index, combien de lignes ont été utilisées pour effectuer le calcul de statistiques, combien j'ai créé de bâtons dans mon histogramme, c'est ce qu'on appelle ici des steps. Hein. La densité, entre nous, cette colonne ne sert plus à rien. Elle est laissée là pour des raisons de compatibilité, mais elle n'a pas d'incidence. Ici, vous avez ensuite la longueur moyenne de la clé. Comme nous sommes visiblement sur une chaîne de caractères, eh bien, la longueur moyenne est évidemment décimale. Et puis, vous avez éventuellement
l'indication d'un filtre s'il y en a, et le nombre de lignes non filtrées s'il y avait application du filtre. Ensuite, vous allez trouver ici la longueur de mes informations. Souvenez-vous, dans SQL Server, la plupart des tables ont un index cluster. Chaque index secondaire, on va dire entre guillemets, chaque index non cluster repose pour retrouver la ligne sur l'index cluster. Il se trouve donc que la plupart du temps, je vais avoir la statistique et les informations de la colonne qui a été indexée, plus évidemment la valeur de retour du cluster. Voici maintenant nos différents steps. Que trouve-t-on là-dedans? Pour la première information, c'est souvent l'information la plus basse dans l'ordre de tri. Là, il s'agit d'un tri alphabétique. Donc cette information est visiblement la plus basse. Avant, il ne doit y avoir pas grand-chose. Après, il y a beaucoup de choses. Et regardons ce qu'il nous dit sur cette entrée. Il nous dit range rose 1, EQ rose, ligne égale 1. Distinct range rose, c'est-à-dire entre avant, c'est-à-dire entre moins l'infini et cette valeur, il n'y a pas grand-chose. Et il nous dit qu'il a une moyenne de tant de lignes. C'est plus clair lorsqu'on observe n'importe quelle ligne intermédiaire. Par exemple, si je prends Albert Walter, eh bien, Albert Walter, il y a 6 lignes qui portent exactement cette valeur-là. Il y a entre Albert Walter et Adrian Rush 5471 lignes et il y a 3396 non différents. J'insiste bien, non différents. Hein? Voilà, et donc ici, on a une moyenne de densité quelque part. Ça ne marche plus? Ah oui, ça marche. Alors, comment les voir, ces statistiques? Écoutez, la façon la plus simple, c'est d'utiliser DBCC chose statistique, parce que ce que nous fournit l'interface SSMS, c'est juste la même chose. Du DBCC chose statistique. Donc, vous embêtez pas à utiliser SSMS, parce que SSMS, c'est graphique, c'est joli, mais bon. Vous avez aussi d'autres vues des fonctions système, mais bon, elles ne sont pas très, très utiles. Donc, regardez DBCC chose statistique. La seule chose peut-être qui peut être intéressante, c'est lorsque vous allez vous interroger pour savoir de quand datent mes statistiques, dois-je les rafraîchir ou pas, ça va être une fonction qui s'appelle sysdmdb stat properties et éventuellement la fonction statDate qui vous donne la date de la dernière mise à jour des statistiques. Et maintenant, c'est Ariane qui fait le boulot. Moi, j'ai terminé. Tu me réveilles? Non, tu n'as pas terminé. Il y en a encore un bout. Il y en a encore un bout. Bon. Donc, on a une petite base de données avec juste quelques petites tables, clients, fournisseurs, produits, puis quelques tables en plus. On va juste regarder de quelle manière on peut regarder nos statistiques. Donc, bien entendu, le DBCC, chose statistique, avec le nom de la table, le nom de la statistique. On constate d'ailleurs que là, cette statistique-là, elle a un nom, et en plus, c'est la statistique qui correspond à un index qui est sur ma table, puisqu'on peut avoir des statistiques aussi bien sur des colonnes indexées, qui ont donc été créées en même temps que l'index, que sur des colonnes qui ne sont pas indexées, et à ce moment-là, ça peut être une création automatique. Donc, si je regarde simplement mon DBCC chose statistique, c'est 3 jeux d'enregistrement, c'est pas très pratique à lire. Je peux aussi l'avoir en forme texte directement depuis Management Studio, la même statistique. Je vais dans Statistiques, je vais chercher, et ici, je vais aller chercher les détails, et à ce moment-là, j'obtiens exactement la même chose. Quelle horreur, mais c'est pareil. Voilà. Bon, ce qui peut être plus intéressant, c'est d'utiliser justement les vues système pour obtenir une information un petit peu plus synthétique, donc, et de faire une requête dessus. Donc la requête, je ne vous la détaillerai pas en entier, puisqu'elle est un petit peu longue, mais elle fait appel. Déjà, on voit la vue système 6 stats colonnes, et de manière à avoir une vue un petit peu synthétique de toutes les statistiques qu'il y a dans ma base de données. Quand ça marche, parce que, bien entendu, j'ai sélectionné à côté. Oui, ben voilà. Oui, non mais ça. Voilà. Ah, toujours pas. Bon. Et il manque encore le dernier. Décidément. Voilà, reprends ta requête. Hein, sinon, vous la notez. Voilà. Il faut la noter. Voilà. Ah. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Alors, il y en a beaucoup d'informations quand même. Bien sûr, bien entendu, le nom de la table, le nom de la statistique. Information importante, la date de mise à jour.
Et puis la première colonne, s'il y a plusieurs colonnes, on a plusieurs lignes, hein, la première colonne de chaque statistique. Donc par exemple ici, pour ma table client, ben, on voit que j'ai une statistique ici sur la clé primaire, que la colonne, ben, c'est l'ID client. Et puis, on peut voir différentes informations, le nombre de lignes dans la table, le nombre de lignes dans la statistique, qui n'est pas forcément égal, puisque la statistique peut ne pas être à jour, bien entendu. Quel est l'échantillonnage? Autrement dit, est-ce qu'il a lu toutes les lignes de la table, etc. Bon. Alors, on pourrait aller un petit peu plus loin que ça, parce que si on veut avoir une information un peu plus synthétique, on pourrait aussi utiliser les rapports Management Studio, puisque ça, c'est une jolie fonctionnalité pour avoir des rapports graphiques, sauf qu'il n'y a pas de rapport sur les statistiques. Alors, comment tu as fait? Ben, j'en ai fait un. Ah. Donc, un rapport sur les statistiques, ça peut être plus agréable, avec un petit peu plus de détails. Là, on va utiliser un petit peu tout, les stat properties, les DBCC, choses statistiques, de manière à avoir pour chaque table ben, l'ensemble des statistiques. Est-ce que c'est une statistique d'index, une statistique de colonne? Quelle est la colonne? Et puis là, tant qu'à faire, on va récupérer les informations au moins de densité pour chacune des colonnes. Hein. Les informations de densité, on va faire quelques petits calculs avec. Par exemple, avoir le nombre de valeurs uniques, le pourcentage de valeurs uniques, ça permet assez rapidement de bien connaître sa table à partir des statistiques qui existent. Il y a quelque chose d'un petit peu intéressant aussi, qui est au bout de la ligne, qui est quelque chose qui nous vient de la vue système SysDMDB Stat Property, qui est la colonne Modif Counter. Alors Modif Counter, et on va le voir ici, Modif Counter, ici, vous pouvez remarquer, oh là, c'est un peu à côté, mais bon, que j'ai 400 lignes dans ma statistique et 499 modifications. Ça, c'est vraiment un compteur de modifications, et c'est ça qui sert d'ailleurs à la mise à jour automatique des statistiques. D'ailleurs, au passage, ces 499 modifications, c'est 499 fois la première ligne qui a été modifiée. Ah, t'as fait ça? Oui. Ah, j'ai modifié 499 fois la première ligne de ma table de 400 avec lignes. différentes valeurs? Avec toujours la même valeur, en fait, la valeur d'origine d'ailleurs. Ah, en plus. Il est très vicieux. En plus. Mais effectivement, si je passe à 500, et on le verra un petit peu plus tard, si je passe à 500, j'atteins le seuil de déclenchement de mise à jour des statistiques. Alors qu'aucune valeur n'a été modifiée dans ma table, hein, puisque c'est la première ligne et avec la valeur d'origine. Voilà, donc un petit rapport qui nous permet d'avoir quelques informations comme ça. Ben voilà pour ça, je vais te laisser... Je vous avais dit qu'il vous parlait encore. En plus, c'est vrai. N'exagérons rien. OK. Les statistiques, évidemment, vont être créées automatiquement pour chaque index lors de la création. Automatiquement sur les colonnes non indexées qui sont interrogées, si vous avez mis l'option Auto-Create Statistique sur la base de données. Et ce sont des statistiques monocolonnes uniquement. Vous avez remarqué, elles commencent par WA6 quelque chose. C'est le symbole pour Microsoft d'une statistique qui a été calculée sur une colonne et non pas sur un index. Au passage, à quoi peut bien servir une statistique sur une colonne et pas sur un index? Si je n'ai pas d'index, je ne vais pas prendre l'index. Donc si j'ai une statistique sur une colonne, la seule chose que je peux faire, c'est prendre la table. Autrement dit, les statistiques sur colonne servent à contrer l'hypothèse de prise d'index. Regardez, imaginons que vous avez un index qui vous paraît pas trop mal. Mais vous avez un critère, un deuxième critère, qui n'a pas d'index. Question intéressante, est-ce que je fais bien de prendre l'index et de revenir sur la table ensuite? Ou est-ce que j'aurais pas mieux fait de prendre directement la table? C'est les statistiques de colonne qui me permettent de dire finalement j'abandonne l'index et je prends la table. On peut créer manuellement des statistiques avec l'instruction create statistique ou avec la procédure SP create stat. Vous pouvez aller jusqu'à 32 colonnes, mais il ne faut pas exagérer. Hein. Déjà, quand je vois des tables de plus de 20 colonnes, je hurle. Alors des statistiques de 32, je ne vous dis pas dans mes audits ce que j'en fais.
Filtrer, vous avez le droit de mettre une clause where dans les statistiques. Par exemple, vous pouvez se dire, oh ben les vieux, ça ne m'intéresse plus, moi je m'intéresse aux jeunes, et filtrer vos statistiques par rapport au 1er janvier de l'année. Vous pouvez mettre aussi des statistiques incrémentales. Les statistiques incrémentales ne sont possibles que si vous avez partitionné votre table ou vos index, et donc par partition. On peut choisir aussi la méthode d'échantillonnage, full scan ou par échantillon. Attention, 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 3 fois. SQL Server utilise une technique d'échantillonnage un peu particulière qui fait que, ben oui, quand la table ou l'index est très gros, il va prendre un échantillon. Ce n'est pas toujours très sioux, parce que des fois, ça peut conduire à des plans de requête qui peuvent être potentiellement un peu limites. Ça vaut le coup de temps en temps de se dire, est-ce que mes statistiques ont été recalculées en full scan ou pas, et si ce n'est pas le cas, peut-être de forcer un recalcul des statistiques en full scan dans le cadre d'un plan de maintenance. Voici la syntaxe, mais ça, voir book online. Attention, SP-CREDSTAT va créer une statistique sur chaque colonne de chaque table, sauf si la statistique existe déjà. Voici la syntaxe que vous avez de SP-CREDSTAT. Attention, rien ne dit que vous n'avez pas dans vos bases de données des statistiques dupliquées. Pourquoi? Si vous n'avez pas créé d'index dans votre base de données, il va créer des statistiques de colonnes, un maximum. Si vous avez créé des index, il ne créera pas évidemment des statistiques de colonnes sur les colonnes déjà indexées. Mais si vous indexez votre base plus tard, vous allez avoir une statistique de colonne pour la colonne X, et si vous créez un index sur cette colonne, vous allez avoir une deuxième statistique d'index pour la même colonne X. Autrement dit, vérifiez de temps en temps si vous n'avez pas des statistiques en doublon. Ça ne sert à rien de maintenir 2 jeux de statistiques. Honnêtement, c'est du bruit. Comment l'optimiseur va-t-il utiliser les statistiques? Bien. Ça paraît clair, non? Bien, bah ici on va regarder un petit peu, on va faire quelques petites expérimentations et regarder comment l'optimiseur va utiliser les statistiques. En particulier, 2014 modifie un petit peu le comportement de tout ça, puisque l'estimation de cardinalité a été réécrite et modifiée, et on va voir si c'est mieux dans tous les cas, ou si c'est souvent mieux, ou si c'est réellement mieux en tout cas. Voilà, donc une démo un peu conséquente là. Donc on va partir toujours de notre table client, puisqu'on maintenant la connaît. On a d'ailleurs regardé nos statistiques tout à l'heure, on va les observer de nouveau. Si j'y arrive, hein, parce que avec ces tout petits écrans, là c'est... Voilà, donc qu'est-ce qu'on constate ici? C'est qu'on constate que sur la colonne non déjà, on a une information de densité ici. Alors, il en manque un bout, mais bon. Une information de densité qui va déjà nous indiquer combien on a de valeurs uniques dans cette colonne. Donc, je peux facilement faire le calcul. La densité, c'était 1,576 et quelques. Donc, je peux effectivement compter le nombre de noms dans ma table. Et j'ai effectivement soit 634 444 noms. Hein, dans ma table, j'ai 1 million et quelques lignes, 1 million et quelques clients. Il y a beaucoup de clients. Bon. On va regarder maintenant comment ça se comporte à partir du moment où on fait des recherches dedans. Premier cas de figure, recherche d'égalité, toute simple. Je cherche un client par son nom. Bon, il se trouve que j'ai un index et donc que j'ai une statistique. Et donc, SQL Server va estimer la cardinalité pour ce nom-là. Sur quoi il va se baser? Ben, la première information la plus précise qu'il a ici, dans son plan d'exécution, on va voir que ici, il a estimé cette ligne, et que d'ailleurs, en réalité, il y a cette ligne. C'est toujours intéressant d'ailleurs dans un plan d'exécution de comparer l'estimation avec la réalité, et c'est là où on va constater si l'estimateur de cardinalité fait bien son boulot ou pas. Donc c'est cette ligne, ben là il part purement et simplement d'une information qu'il a dans l'histogramme, les 7 lignes qui se trouvent ici.
Donc l'information, il l'a toute crue. Je continue. Deuxième client, on cherche un deuxième client. Et on va regarder également le plan d'exécution. Il estime toujours à 7 lignes. Bon, pourquoi pas. Sauf que cette fois-ci, il y en a 6. À votre avis, que s'est-il passé? Pas du tout. Non. Comment? Non. Non, ça s'appelle du parameter sniffing. En fait, c'est simplement qu'il a conservé le plan d'exécution en cache, qu'il utilise le même. J'ai changé le nom, il a paramétrisé la requête. C'est une requête extrêmement simple, donc il l'a paramétrisé. Il se dit, vous cherchez un nom, pas de problème, c'est 7. Hein, d'ailleurs, on peut facilement lui faire changer son comportement en le forçant à recompiler. Ou, si on veut être un peu plus brutal, pas en production bien entendu, vider le cache pour la base de données ou pour l'ensemble de l'instance. Je relance. Je vérifie. Et cette fois-ci, j'ai bien 6. Donc ce n'était pas lié à l'estimation des statistiques, mais complètement autre chose. Regardons ce qui se passe maintenant si j'utilise une variable, c'est-à-dire que je fais exactement la même requête qui me renvoyait 7 lignes, il n'y avait pas de souci, sauf que maintenant le nom, je le mets dans une variable et je recherche la variable. Voyons un petit peu ce que me dit SQL Server. Alors là, j'ai toujours cette ligne renvoyée en réalité. Hein. Par contre, mon nombre de lignes estimées, une ligne, 6. Là, c'est déjà beaucoup moins bien. Ça veut dire simplement qu'ici, il ne se sert pas du tout de la même information. En fait, au moment de la compilation, il ne connaît pas quel client je veux rechercher. C'est la recherche d'un client. C'est une variable. Et donc, il va se servir d'une information qui est la densité. On a vu que dans mon DBCC chose statistique, j'avais cette information de densité sur le nom. Voilà, ici. C'est cette information-là dont il se sert pour faire son calcul, tout simplement en disant, ben voilà, en moyenne pour un nom, ben je vais utiliser le nombre de lignes de la table, qui est de 1 018 774. Je vais multiplier ça par la densité, ben ça va me faire 1,60. En fait, ça consiste à effectuer cette requête-là, à savoir d'utiliser un optimize for unknown. Vous cherchez un nom, mais je ne connais pas le nom. Si je voulais avoir une requête avec une estimation pertinente, il faudrait que j'exécute cette requête-là, et savoir que je lui dise, ben, optimise pour le nom que tu cherches. Et à ce moment-là, effectivement, j'aurai exactement la bonne estimation, puisque là, il optimise effectivement, et donc, il se sert de l'histogramme. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on nous dit souvent qu'il ne faut pas faire de SQL dynamique, mais là, si je fais du SQL dynamique et que je stocke l'ensemble dans une chaîne de caractères et que je fais un exec en SQL dynamique, là, par contre, il n'y a pas de problème d'estimation. On est bien à 7 lignes. Puisque là, au moment de la compilation, ben, il connaît la valeur, puisqu'elle est dans la chaîne de caractères. Donc, il sait estimer la cardinalité avec l'histogramme. En fait, et contrairement à une idée reçue, le SQL dynamique n'est pas plus mauvais ou meilleur. Il permet de réestimer en permanence, ce qui provoque des recompilations. Forcément. Donc, je perds du temps, mais j'en gagne peut-être par le simple fait que je systématise la recompilation et donc j'ai un plan qui est systématiquement optimisé. Ça peut être une solution, hein. Là, c'en est une, visiblement. Ça revient au même. Ça revient au même.
On continue. Là, on recherchait des égalités. Maintenant, on va rechercher des inégalités. Autrement dit, c'est quoi? C'est un plus petit, un plus grand, un différent, un between, etc. Bon. Je vais chercher ce qui est plus petit que. Là, je lui passe une constante. Ce n'est pas une variable. Donc, il va pas parfaitement être capable, avec les informations de l'histogramme, d'estimer très précisément. Et là, on le voit, puisque mon nombre de lignes estimées est de 4789, mon nombre réel est aussi de 4789. Comment il fait? Tout simplement en se servant de l'histogramme. Les 4789, ils sont ici, 4788 plus 1. Donc ce qui se situe entre André Scott et Adam Kahn, et le 1 pour André Scott, ce qui fait 4789. Si on fait un between, ça va être exactement la même chose. Il va pouvoir aussi estimer, grâce au range rose, il va pouvoir exactement faire le même calcul. Et on voit tout de suite d'ailleurs que la valeur est exacte, 3556 lignes, pour 3556 renvoyés. Donc tout va bien. Le distinct, il fonctionnerait pareil, en se servant des distinct range rows. Il fait simplement l'addition dans l'histogramme, des valeurs de l'histogramme. Alors, par contre, si j'utilise une variable, là, ça va être plus compliqué. Il ne peut pas se servir de l'histogramme, on a vu, puisque au moment de la compilation, il ne connaît pas la valeur. Mais il ne peut pas non plus se servir de la densité. Puisque là, effectivement, sans valeur connue, il ne sait absolument pas où il va. Donc, je vais lui faire... en fait, il est en train de chercher un nom plus petit que quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, sur une table d'1 million de lignes, plus petit qu'une valeur que je ne connais pas, qu'est-ce qu'il va me renvoyer comme valeur? Il va être obligé de faire un calcul totalement à la louche. Et si on regarde effectivement notre temps d'exécution, c'est amusant. 305 000 lignes estimées pour 4700 lignes réelles. Donc là, on a une forte surestimation. Ça vient d'où? Ça vient du fait que le calcul à la louche, c'est quoi? C'est 30%. Comme je ne sais pas ce que je dois chercher, c'est 30%. En fait, il a plusieurs calculs différents. Quand on lui donne une borne plus petit que, par exemple, c'est 30% de la table. Quand on lui donne deux bornes between, ou plus petit et plus grand, donc, à ce moment-là, il fait un calcul juste un peu différent, mais toujours aussi... Alors, il faut peut-être que je lui mette quand même la déclaration de variable. Tac. Et alors là, j'ai fait deux petites requêtes différentes. La première est en mode optimiseur SQL 2012, avec un query trason ici. On peut forcer SQL 2014 à fonctionner avec le Cardinality Estimator de SQL 2012. La deuxième requête, elle fonctionne avec le mode 2014. Et il y a aussi un query trason, mais qui dans ce cas-là n'est pas obligatoire, puisqu'on est en mode SQL 2014. Et donc, on va voir le comportement des différents plans d'exécution. Alors, le premier cas, on l'a déjà regardé, mais les deux autres cas où j'ai deux bornes, donc un between, un nom et un autre nom. En SQL 2012, on a un calcul, il me sort 91 689 lignes pour 3556. Ça, c'est 9%. C'est 9% de la table. En SQL 2014, le calcul est différent. Et alors là, par contre, je n'ai pas trouvé la formule. Visiblement, il y a une nouvelle règle de calcul. Sauf que, premier constat, cette nouvelle règle de calcul, elle ne me donne pas un résultat meilleur, puisque tout à l'heure, j'avais 91 000 lignes pour 3500. Là, j'en ai 167 000. Donc, c'est plutôt plus mauvais en SQL 2014 dans ce cas-là. Ça peut arriver. On continue. Et si on n'avait pas du tout de statistiques?
J'ai une autre table ici où j'ai exactement les mêmes données, sauf qu'il y a 0 statistique en fait, et il n'y en aura pas de créé puisque elles ont été faites avec l'option no recompute. Et donc j'aurai exactement le même mode de calcul. Si je cherche sur un nom, simplement, il va prendre une formule de calcul à la louche aussi. Donc on va lancer ça. Théoriquement, je devrais avoir 7 lignes, vous vous souvenez de tout à l'heure. Là, il me dit vous en avez 32 067. Comme quoi, les statistiques servent à quelque chose quand même. Comment il fait ces 32 067 ? Ben, comme il n'a pas de statistiques, ben, il prend un calcul à la louche qui est le nombre de lignes de la table exposant 0,75. Ou racine carrée du nombre de lignes de la table multiplié par racine carrée du nombre de lignes de la table. Bon, ça nous donne 32 067 lignes. En l'absence de stats, il est bien obligé de faire un calcul quelconque et d'estimer quelque chose. Une petite différence quand même avec l'estimateur de cardinalité en 2014, où là le calcul sera un petit peu différent. On va le lancer quand même. Là, on a 1000 lignes. Là, très clairement, SQL 2014 est bien meilleur. Donc un écart, on avait 32 000 lignes avec l'optimiseur SQL 2012, 1010 lignes avec SQL 2014. Alors si je fais l'inégalité, là SQL 2012 et SQL 2014, en l'absence de statistiques, sont logés à la même enseigne. Je lui fais plus petit qu'Adam Khan, aucune statistique. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que ici, vous avez le petit drapeau sur la recherche d'index, le petit drapeau qui nous dit qu'il y a une absence de statistiques. Et si on regarde, voilà, 305 632 lignes. Donc on est revenu à un calcul complètement à la louche, qui est les 30% de la table. On continue ? Compliquons un petit peu les choses et on va se servir de toujours la même table, mais avec la région et la ville. On peut supposer que les gens qui habitent dans la Seine habitent à Paris. Les deux colonnes sont indexées. Non, elles ne sont pas indexées. Elles ne sont pas indexées ? Elles ne sont pas indexées. On n'a pas besoin puisqu'on regarde juste l'estimation des cardinalités. À la limite, qu'elles soient indexées ou pas indexées, ça donne à peu près la même chose. On a les statistiques dessus. On a des statistiques dessus. Effectivement, ces statistiques, de toute manière, s'il n'y en avait pas, ils les auraient dynamiquement créées. Et donc, on aurait de toute manière un résultat qui serait peut-être un tout petit peu moins exact que ce qu'on a là, puisque là, les statistiques, elles ont été faites avec un full scan. Donc, elles ont été réactualisées avec un full scan. D'accord ? Donc là, on sait qu'on a 37 000 lignes pour l'un. D'accord ? Et pour le deuxième, on a 37 004 lignes, 37 007 et 37 004. D'accord ? Autrement dit, ça veut dire simplement qu'il y a quelques clients qui sont dans Paris, mais pas dans la Seine. Il doit y avoir une erreur dans ma base de données quelque part. En fait, c'est Paris CEDEX. Donc, bon. OK, maintenant regardons ce qui se passe avec des valeurs connues d'abord. En SQL 2012, toujours le petit query trason. Si je sais précisément combien sont à Paris et combien sont dans la Seine, donc on peut imaginer normalement que ceux qui sont à Paris et dans la Seine, on peut déjà le savoir, nous, 37 004. Si je fais cette requête-là, where ville égale Paris et région égale Seine, eh bien, l'estimation de cardinalité, là par contre, elle ne sait pas quelles sont les lignes qui correspondent à des clients de Paris et si c'est les mêmes que celles qui correspondent à des clients de la Seine. Elle a deux statistiques, une sur la région
une sur la ville, et il faut effectivement croiser ces informations pour obtenir une estimation. Autrement dit, l'estimation n'est pas corrélée. Absolument, alors que les deux colonnes le sont totalement. Presque totalement. Presque totalement. Donc là, forcément, le résultat n'est pas très bon. Nous avons 37 004 lignes, on est bien d'accord, puisque ça, on pouvait le savoir même sans demander à SQL Server. Par contre, l'estimation, c'est 1344 lignes. Pourquoi? Parce que SQL 2012 estime qu'il n'y a aucune corrélation entre deux colonnes de la même table et que quelqu'un qui habite à Paris, la région n'est absolument pas corrélée avec la ville de Paris. Oui, mais c'est parce que tu as fait un mauvais modèle. Tu aurais dû externaliser. J'en étais sûr. C'est sa faute. Toujours qui critique. Alors si on regarde la même chose en 2014, et c'est là où effectivement l'estimation de cardinalité a changé, en 2014 on va estimer qu'il y a une certaine corrélation, un certain degré de corrélation entre les deux colonnes. Et en fait le calcul d'estimation, là, il est un peu meilleur, il est loin d'être parfait. Toujours pour 34 000 lignes attendues, on a 7 052 lignes estimées. C'est quand même un peu mieux que tout à l'heure. Mais au fait, quelles sont les formules? Alors, les formules, effectivement, la formule pour le premier cas, c'était simplement le nombre de lignes de Paris multiplié par le nombre de lignes de la région Seine, divisé par le nombre de lignes totales. On estime qu'il n'y a aucune corrélation, donc en fait, on croise simplement les deux cardinalités. Dans le cas d'SQL 2014, c'est le premier prédicat multiplié par la racine carrée du second prédicat, divisé par le nombre de lignes totales. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir d'une situation comme ça? Parce qu'effectivement, ce n'est pas pratique, c'est complètement faux, et donc ça va nous produire un plan de requête, a priori, qui risque de ne pas être bon. Alors, il y a plusieurs solutions. Une carrément brutale, qui consiste à utiliser des trace flags. Vous voyez qu'à la fin de la ligne, ici, en 2012 d'abord et en 2014 après, j'ai des trace flags qui permettent de changer ce comportement-là et de forcer l'estimation de cardinalité pour des colonnes fortement corrélées. Le query trason 4137 oblige SQL Server, et il est valable en 2008 R2 et 2012, à condition de bien avoir passé les cumulative updates, parce que c'est un fixe. Il permet de changer le mode de fonctionnement de l'optimiseur pour qu'il prenne, dans ce cas-là, la cardinalité la plus petite des deux, et qu'il ne fasse pas le croisement. Et donc, dans ces cas-là, on aura quelque chose d'exact, effectivement. On a le même fonctionnement avec un query trason 9471 en version 2014, puisque le query trason 4137 ne fonctionne pas en 2014. Donc, je peux lancer ces deux requêtes-là et regarder leur plan d'exécution. Le premier, je suis parfaitement exact avec 37 004 lignes estimées, forcément, puisqu'il a pris le plus petit des deux, entre 37 004 et 37 007. On lui a dit que c'était totalement corrélé, il a pris le plus petit des deux. Pareil, d'ailleurs, pour le deuxième plan d'exécution, où j'ai toujours 37 004 lignes, exactement le même mode de calcul. Alors, c'est une méthode un peu brutale, parce que c'est clair qu'il faut que je mette au niveau de la requête un drapeau de trace. C'est bien parce que je connais ma base de données et qu'est-ce que le serveur ne la connaît pas. J'ai d'autres méthodes qui sont simplement de créer moi-même des statistiques. Si nous créions des statistiques multicolonnes, de lui donner une information supplémentaire pour qu'il ait des informations de densité qui lui permettent de faire un calcul plus fin. Donc, je peux créer une statistique sur la ville plus la région. Et il aura à ce moment-là 2 colonnes dans la statistique. J'en profite pour vider mon cache et je relance la requête de tout à l'heure, celle qui est un peu plus haut. Je vais relancer les deux d'ailleurs, en 2012 et en 2014, et on va regarder ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des valeurs qu'on avait tout à l'heure, mais on avait pour le premier cas 1344 lignes
en 2012, et pour le deuxième cas, 7052 lignes en 2014. Que se passe-t-il maintenant que j'ai une statistique multicolonne? Eh bien, en SQL 2012, pas de problème, c'est effectivement meilleur. Je ne dis pas que ça s'appliquerait à tous les cas de figure, mais ici, nous avons 34 934 lignes pour 37 000 cas, c'est pas si mal. On est assez proche de la réalité. Il s'est effectivement servi du fait qu'il a une information de densité sur la deuxième colonne. Donc sa formule de calcul, c'est le 37... non, c'est pas celle-là, c'est avec la densité d'ailleurs, elle est un petit peu plus bas. 37 007 multiplié la densité de l'un, la densité de l'autre. La densité par ville plus région divisé par la densité par ville. En fait. Donc ça lui donne un calcul qui est assez proche de la réalité. En 2014, ce qui est amusant, c'est qu'il n'en tient pas compte. On avait tout à l'heure 7052 lignes, on a toujours 7052 lignes. Notre statistique multicolonne, oubliée, elle a visiblement servi à rien du tout dans l'estimation de cardinalité. Bravo 2014. Dans ce cas-là, il n'est pas bon. Mais bon, il y a des cas où c'est mieux. Hein. OK, alors, si on veut faire encore un peu mieux, on peut faire aussi des statistiques filtrées. Donc ici, je pourrais faire une statistique sur la ville, mais la filtrer sur la région, de manière à avoir uniquement dans ces statistiques ce qui concerne la région de la Seine. Et à ce moment-là, bien entendu, même ma requête, elle va être parfaitement précise, dans tous les cas en 2012 comme en 2014, puisque dans ma statistique, je n'ai uniquement que ce qui concerne la Seine, et donc il n'a plus qu'à estimer Paris, et il a une estimation forcément exacte de 37 004 lignes dans un cas, et 37 004 lignes dans l'autre. OK, elle est longue, hein, ma démo, quand même. Il y en a encore un petit bout. Je vais supprimer toutes ces statistiques-là. On va les enlever. Je vais peut-être passer cette partie-là aussi, parce que en cas de valeur inconnue, hein, il ne peut pas utiliser l'histogramme, il va utiliser des informations de densité. Donc ces formules de calcul ne sont pas les mêmes. Mais on a exactement le même problème d'estimation de la cardinalité. Simplement, il multiplie des densités plutôt que multiplier des valeurs issues de l'histogramme. Et donc la solution sera exactement la même. Mais comme on prend un petit peu de retard, j'accélère un peu. Je voulais qu'on puisse voir aussi la jointure. Le cas de la jointure, c'est je fais une jointure entre les produits et les fournisseurs. Donc ça, c'est deux autres tables. Je filtre sur le fournisseur Microsoft. Ici, je sais que j'ai 5000 lignes dans la table produit, croyez-moi sur parole. J'ai donc des statistiques sur l'ID fournisseur et j'ai une information de densité qui est de 0,01592 Voilà. Sur le fournisseur, étant donné que j'ai une valeur, j'ai un histogramme, il peut s'en servir. Il sait que chez Microsoft, il y a effectivement deux fournisseurs qui s'appellent Microsoft. OK, et donc, à partir de là, l'estimation, elle ne va pas se trouver ici dans la recherche, ni dans l'analyse d'index, elle va se trouver ici. L'estimation de la cardinalité, elle est ici. Et c'est là où on va pouvoir regarder tout. Il n'est pas si mal que ça, avec 15,92 pour 14 lignes qui devraient être envoyées par la jointure. Donc la formule de calcul, c'est les 5000 lignes de ma table produit, multipliées par la densité sur l'ID fournisseur, la densité des produits sur l'ID fournisseur, multipliée par le nombre de lignes qui correspondent à Microsoft dans la table fournisseur. Donc 5000 multiplié par 0,0015, etc., multiplié par 2. OK? Voilà un petit peu
la vision d'ensemble. Juste une petite chose en plus, puisqu'on avait dit qu'il y avait des statistiques cachées, les string summary statistics. Alors, il y a une seule chose qu'on sait, c'est que ça permet de répondre à des requêtes du genre %, quelque chose, %, ou quelque chose, ou % quelque chose, et que ça se base effectivement sur des statistiques de chaîne qui sont cachées, qui ne sont pas visibles quand vous faites un DBCC show statistics. Ce qu'on sait aussi, c'est que dans une chaîne de caractères, la partie qui est indexée dans ces string summary statistics, ce sont les 40 premiers caractères et les 40 derniers. Ce qu'il y a au milieu, ce n'est pas indexé. Donc on peut le vérifier en fait. On peut le vérifier, par contre, on ne pourra pas voir comment il fonctionne et quelle est la formule de calcul, puisque ça reste un petit peu Microsoft secret. Alors, j'ai dans ma table une chaîne description produit ici, et je me suis amusé à mettre dans les 40 premiers caractères, sur mes 5000 produits, j'en ai mis 100 dans lesquels il y a ABCDE dans les premiers 40 caractères. J'en ai mis 100 autres dans lesquels il y a FGHIJ dans les 40 derniers caractères. Et puis, j'en ai mis une centaine d'autres, il y en a 100 à chaque fois, dans lesquels on a KLMN à peu près au milieu, et comme ça fait plus de 100 caractères, ben forcément c'est en dehors du champ de l'index. Donc regardons un peu l'estimation des cardinalités dans les 3 cas de figure. Premier cas de figure, c'est les 40 premiers caractères. Ben, sur 5000 lignes, on n'est pas si mal dans la mesure où, pour 100 lignes renvoyées, il nous en trouve 76, avec un like, avec des jokers devant et derrière. C'est pas si mal. Dans le deuxième cas de figure, c'est à la fin dans les 40 derniers. On n'est pas si mal non plus pour une requête aussi dégueulasse. Il faut le dire. Il trouve 57,69 lignes pour 100 lignes renvoyées. Par contre, effectivement, dans le troisième cas de figure, où les caractères recherchés ils sont au milieu de la chaîne de caractères, et donc ni dans les 40 premiers, ni dans les 40 derniers, là, effectivement, on est clairement moins bon, dans la mesure où ici, pour 100 lignes, il nous a estimé à 1 ligne,9, donc on est clairement beaucoup plus loin. Donc visiblement, ça marche. Bon, il faudra aller plus loin pour le tester. Voilà, voilà. Je te laisse le flambeau. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un petit peu... Je touche plus. Oui, ne touche plus, s'il te plaît. Quels étaient les problèmes dans le cadre d'une égalité avec une constante? L'optimiseur va connaître la valeur recherchée, il va se servir de l'histogramme. Dès que vous êtes avec une variable, il ne sait pas à la compilation à quelle valeur il va avoir affaire. Et donc là, il va se servir de la densité, donc quelque chose de global. Et dans ce cas-là, le SQL dynamique ou l'option recompile va pouvoir être utilisé. Et puis, lorsque vous êtes face à des inégalités, eh bien, il va se servir de l'histogramme pour calculer l'estimation. Et si j'ai affaire à des variables, eh bien, tout dépend du nombre de bornes. 30% avec une borne, 9% avec deux bornes. Et en 2014, on ne sait pas très bien quelle est l'estimation et quel est le mode de calcul qu'il fait. En cas d'absence de statistiques, il va utiliser une formule générique par rapport au nombre de lignes. Et de la même manière, pour l'inégalité, c'est un calcul qui est un petit peu à la louche. Lorsque vous avez des prédicats multiples, il va combiner les cardinalités des différents prédicats. Avant SQL 2014, on a des prédicats, enfin, il considère que les prédicats sont indépendants. Et à partir de SQL Server 2014, le mode de calcul est un petit peu plus fin. Alors attention, lorsqu'on a des prédicats combinés, ça peut conduire à des sous-estimations. Et une sous-estimation, le problème, c'est sur l'ensemble du plan d'exécution. Si au début de votre plan d'exécution, complètement sur la droite du plan d'exécution, il y a déjà une sous-estimation importante, on peut imaginer que toutes les jointures qui suivent vont en hériter et que, de fait, vous allez avoir une sous-estimation qui va se répercuter sur l'ensemble du plan d'exécution.
Pour la jointure, on a vu qu'on combinait les cardinalités des différentes tables et du prédicat. Même problématique, si l'estimation est mauvaise, ça va se répercuter sur l'ensemble des opérations en aval, en amont. Je ne sais jamais si c'est l'aval ou l'amont. Ils mettent les arbres à l'envers en informatique. Et donc, il est peut-être intéressant de temps en temps de prévoir des statistiques filtrées. Ou multicolonnes et ou filtrées. Et c'est intéressant, les statistiques filtrées, pour couvrir une requête. Alors, un cas typique, c'est le cas du booléen. J'ai par exemple des factures avec un booléen actif. J'en ai peu de ces factures-là. Eh ben, si je fais une statistique filtrée en disant where facture égale active, j'aurai un très petit nombre d'informations finalement, mais avec des statistiques très dilatées. Et donc un éventail de statistiques très important qui va me permettre d'être extrêmement sélectif. Vous avez aussi le contraire, c'est-à-dire le critère fréquemment demandé. Par exemple, la devise euro, je vais créer une statistique spécifique pour la devise euro, puis peut-être une statistique différente pour d'autres devises. Ça me permettra d'être beaucoup plus fin. On va parler maintenant de la gestion des statistiques. Tiens. C'est quand même bizarre, ça. En fait, c'est tout à fait normal. Un certain nombre de décès ont lieu lors des opérations. Alors, les statistiques sont-elles exactes déjà? C'est une question qu'il faut se poser. Alors, on va mettre un grand point d'interrogation en rose. Non, ce n'est pas un point d'interrogation. Mais non, c'est lié à la citation, effectivement. Donc, les statistiques ne sont pas toujours exactes. Ça donne des idées, mais ça cache l'essentiel. Pour différentes raisons. L'échantillon par défaut, déjà. L'échantillon par défaut dépend de la taille de la table. Si la taille est plus petit que 8 mégas, il va faire un full scan, autrement dit, il va scanner toutes les lignes. Si elle fait plus de 8 mégas, il va le faire selon un algorithme qui réduit l'échantillonnage selon le nombre de lignes de la table. Autrement dit, pour notre table d'1 million d'enregistrements de tout à l'heure, l'échantillonnage par défaut il est de l'ordre de 5%. Ce n'est pas beaucoup. Donc quand vous faites un full scan, vous avez forcément quelque chose de beaucoup plus pertinent que 5%. Donc plus la table est grosse, plus l'échantillon est grossier, plus les statistiques risquent d'être inexactes pour un prédicat. Deuxième cas de figure, distribution inégale. Les statistiques, même si elles sont parfaitement à jour et faites avec un full scan, elles peuvent être imprécises. D'abord, il n'y a que 200 steps dans l'histogramme. 200 étapes pour 1 million de lignes avec énormément de valeurs différentes. Ça ne couvre pas forcément tous les cas de figure. Et puis la densité, on a vu que cette information, elle est calculée sur l'ensemble de la table et c'est une moyenne. Donc la densité, si vous avez tous vos clients à Paris et les autres répartis dans les petits villages, c'est clair qu'elle nous donne une information qui n'est pas pertinente non plus. Et puis le troisième problème, c'est la mise à jour automatique des statistiques. La mise à jour automatique des statistiques, vu que c'est fait non pas en mode synchrone, quand vous mettez à jour une ligne, ça ne met pas à jour la statistique, elle se déclenche que lorsque le nombre de modifications dépasse 20% des lignes de la table. C'est pour ça que quand je vous montrais les 499 modifications, il faut au moins 500 et au moins 20% du nombre de lignes de la table pour que le seuil soit atteint pour une mise à jour automatique des statistiques. Et cette mise à jour automatique des statistiques, c'est la requête qui va s'en servir, qui va déclencher la mise à jour. La mise à jour ne se fait pas en tâche de fond toute seule. C'est le fait de lancer une requête qui interroge et qui a besoin de ces statistiques. Et au moment de la compilation de cette requête, si d'ailleurs elle n'est pas recompilée, il n'y a pas de mise à jour des statistiques, que les statistiques sont mises à jour. Alors soit immédiatement, au moment de la compilation de cette requête, soit en mode asynchrone, et ça c'est une option de la version de l'édition entreprise qui permet de faire des mises à jour de statistiques en mode asynchrone. Il y a un trace flag qui existe aussi et qui permet de modifier ce comportement de 20% et de le rendre dynamique. C'est à savoir que plus la table est grosse, plus le seuil est bas et à ce moment-là, la mise à jour de statistiques va se déclencher plus fréquemment sur des très grosses tables. Mise à jour manuelle des statistiques. Alors on peut le faire avec un update statistique, bien entendu. Avec différentes options, hein, le full scan,
si on a le temps, parce que ça prend effectivement du temps. Les statistiques incrémentales peuvent nous permettre justement, quand on a l'état partitionné, de ne mettre à jour que certaines partitions, et tout ça sera fusionné, ce qui n'empêche pas que la statistique qui en résulte, c'est une statistique comme les autres avec 200 étapes. Ce n'est pas parce qu'on a plusieurs partitions, c'est sur la mise à jour que c'est intéressant. Donc le full scan ou un échantillonnage important, il y a une commande SP update stats. Alors contrairement à ce que dit l'aide en ligne, le mode de déclenchement n'est pas celui du tout qui est indiqué dans l'aide en ligne. En fait, elle met à jour les statistiques dès lors qu'il y a eu une modification. Ce n'est pas uniquement les statistiques qui ont atteint le seuil, c'est une modification. Si on lance un SP update stats, cette statistique fera partie des statistiques remises à jour. L'inconvénient de SP update stats, c'est qu'on ne peut pas faire un full scan. On peut faire un resample, c'est-à-dire réutiliser l'échantillonnage précédent, ou sinon ne rien préciser. À ce moment-là, c'est l'échantillonnage par défaut. Donc la méthode la plus complète, ce serait de faire des update statistics avec des full scans, dans la mesure où on peut, ou avec un échantillonnage conséquent. On peut contrôler, bien entendu, la mise à jour automatique. Alors déjà, au niveau de la base de données, d'empêcher la mise à jour automatique des statistiques, de l'activer ou de les activer, et puis de faire que la mise à jour automatique des statistiques soit synchrone ou asynchrone. Mode asynchrone uniquement pour la version entreprise. Et puis également empêcher des statistiques de se reconstruire avec les options no recompute quand je crée les statistiques, quand je les mets à jour, ou quand je crée des index avec l'option statistique no recompute, avec le create index et le alter index. Et j'ai aussi une procédure stockée SP Autostats qui permet de contrôler le recalcul activé ou non pour les statistiques. Eh oui. Pardon, mesdames. Aucune mise à jour des statistiques dans les tables in-memory. Elles doivent être mises à jour manuellement avec les options full scan, resample, no recompute. Et lorsque vous créez des tables donc avec des index, puisqu'on ne peut créer les index des tables in-memory que lors de la création des tables, évidemment, ces statistiques vont être créées, mais non peuplées. Vides. La création de statistiques de colonnes fonctionne, mais pas de mise à jour automatique par la suite. Et les procédures stockées en code natif doivent être recréées après mise à jour des statistiques, sinon, évidemment, les plans qui sont associés à ce qui a été compilé nativement ne seront pas valables. Parlons du column store index. Il crée une entrée non renseignée de statistiques, et les statistiques de cardinalité sont par segment, et des statistiques de volume existent dans les dictionnaires. On peut en voir une partie dans ces deux DMV. En ce qui concerne XML, pas de statistiques du tout. Il y a des entrées fantômes dans la vue systat, juste pour empêcher que vous créiez des statistiques de même nom, mais il n'y a rien, absolument rien dedans. Par contre, il faut savoir quelque chose qui n'est pas très connu, vous pouvez rendre vos index XML plus sélectifs par le biais de cette procédure qui s'appelle SPDB Selective XML Index. Spatial. Il existe des statistiques sur le spatial et au gadget, vous pouvez les voir en couleur. Voici ce que donne la sortie qui s'appelle SP Help Spatial Géométrie ou Géographie Histogramme. Et en vous baladant avec la souris, vous verrez que dans telle ou telle région, il y a autant de villes, de McDo, de pharmaciens, etc., suivant ce que vous avez indexé. En ce qui concerne les recherches plein texte, pas de stats. Les recherches sémantiques, là où il y a des stats, puisque c'est des recherches sémantiques, vous avez même une base de données qui s'appelle SemanticDB, qui contient toutes les statistiques sémantiques par rapport aux recherches sémantiques que vous allez effectuer. Mais tout ça mériterait pratiquement une deuxième heure. Oh là, oh là. On n'a vraiment pas le temps? Tu vois, on est pas mal quand même. Hein. Encore? Oh, c'est pas vrai. Mais en fait, c'est vrai. C'est une étude suédoise qui indique que, effectivement, dans les couples dans lesquels on a vraiment partagé, on a l'égalité des sexes, eh bien, ça se passe beaucoup plus mal. Mais c'est corrélé
je dirais avec le niveau de vie. Hein. À mon avis, ce n'est pas au Bangladesh que ça risque d'arriver. Quelles sont les bonnes pratiques? Évidemment, essayer de conserver au maximum tout ce qui est auto-create statistique, auto-update stat, éliminer les statistiques dupliquées, planifier un job de mise à jour avec un fort échantillonnage ou un full scan, utiliser des statistiques filtrées ou multicolonnes pour résoudre certains des problèmes que vous avez d'estimation de cardinalité. Et bien c'est terminé. On a un petit peu débordé. Ouais. On est là pour vos questions. On peut peut-être vous apporter des réponses, c'est pas sûr. Petite question? Oui? Non. 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 Non, non. Dommage, hein? Non, non. Là où ça pourrait être intéressant, c'est éventuellement de transformer la requête SQL en dur en requête dynamique, grâce à la procédure stockée. Par contre, le problème, c'est risque d'injection de SQL. Donc vérifier les variables qui vont passer en se demandant s'il n'y a pas un piège. D'autres questions? Oui? Pas plus. Pas plus. Ça rendra exactement la même chose que vous soyez en client ou en procédure stockée, etc. La seule différence, c'est qu'en code client, vous pouvez faire du code dégueulasse, c'est-à-dire assembler des bouts de chaîne de caractères et envoyer la requête à la fin. Ce qui correspondrait à une exécution de SQL dynamique. Autrement dit, plus vous faites dégueulasse, mieux c'est. Exagérons rien. D'autres questions? Oui? Si, Ah, absolument. oui. 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 Oui, bien sûr, forcément, puisque en mode asynchrone, le plan d'exécution va être basé sur les statistiques obsolètes. Donc, par définition, elles sont moins exactes que les statistiques une fois recalculées, donc c'est possible. Maintenant, il faut mesurer quel est l'intérêt ou pas d'utiliser les statistiques asynchrones. J'avais une autre question. Lionel, une autre question? Il me semble que j'avais vu quelqu'un qui pouvait une autre question. Non? C'est terminé? Vous voulez plus nous poser de questions? Vous avez faim? Vous voulez vraiment aller au chaud dehors? Bon, écoutez, alors on vous remercie. Alors, ça y sera, ça y est presque, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton, un peu de choses près, la présentation. Le petit rapport en question, je le mettrai par la suite, je le finaliserai. Merci Auguste. Le petit rapport en question, il sera avec les autres rapports que j'ai publiés sur Codeplex, où il y en a déjà sur les index et quelques rapports synthétiques. Mais sinon, bon, vous trouverez la présentation, les scripts qui ont été utilisés là sur nos deux sites et certainement aussi sur le site GUS. Voilà. Oui. Ah, une question. Ah. Non. Comme toutes les données, elles sont en mémoire. Non, mais elles sont dans le catalogue système. Elles sont en cache. Dans le catalogue système, effectivement, comme toutes les données, elles sont en cache, mais elles sont dans l'étape système de la base de données. Oui. Sinon, elles s'effaceraient forcément quand on démarre SQL Server, ce qui serait dommage. Au moment où une requête va en avoir besoin. Elles vont être chargées juste au moment où la requête va en avoir besoin. Ouais. On n'avait pas le slide sur les évaluations. On devait avoir un slide sur les évaluations. Je le cherchais. Mais il est passé où? On l'a perdu. On l'a perdu. Alors, il y a un slide sur les évaluations qu'on a oublié. Voilà. Donc, voilà, pour dire que c'est bien de mettre vos évaluations et que vous pouvez mettre rouge, orange ou vert et que c'est encore mieux quand c'est vert. Voilà. Et non seulement c'est mieux quand c'est vert, mais quand c'est vert, vous risquez de gagner quelque chose. Oui.
Oui, absolument. Mais on a oublié le slide, par Quelle contre. mauvaise foi. Merci à vous.